Shalom Vracha, on m'avait envoyé il y a quelques semaines la question suivante. Savons-nous, par rapport à nos écrits, qui était le pharaon qui régnait à l'époque de Moïse? J'ai écouté des archéologues qui disent que c'est Amenhotep II. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est très intéressant comme question car certains non-juifs partent de la supposition que les juifs affirmeraient que le pharaon de l'Exode aurait été Ramsès II pour se moquer de la Torah et démontrer qu'elle contiendrait une erreur, car Ramsès II n'aurait jamais pu être le pharaon en question. Il y a deux choses ici. Premièrement, la Torah n'a jamais donné le nom du pharaon en question. Et deuxièmement, les Juifs n'ont jamais affirmé que ce pharaon était Ramsès II. Ce sont principalement des chrétiens qui sont à l'origine de cette erreur. Cette erreur de déduction de la part des chrétiens a été causée par deux choses. Une mauvaise datation chronologique de la sortie d'Égypte et une mauvaise lecture de la Torah. Des variantes du nom Ramsès apparaissent dans la Torah comme étant le nom d'un ou plusieurs lieux, indiquant les lieux où les Juifs se sont installés et ont travaillé durant leur séjour dans la région. Par exemple, Bereshith, chapitre 47, le verset 11, mentionne Ramsès comme la région que Yosef a réservée pour son père Yaakov et ses frères après leur arrivée en Égypte. Shemoth, chapitre 1, le verset 11, mentionne Ramsès ainsi que Pithom comme les villes que Pharaon a ordonné à ses esclaves israélites de construire. Donc, dans la Torah, le terme de Ramsès n'est jamais employé pour désigner un pharaon, mais est toujours employé pour désigner une ville ou un lieu. La Torah est donc familière avec le nom Ramsès. Et les chrétiens ont déduit que puisqu'elle indique que les Hébreux esclaves ont bâti une ville portant ce nom, c'est qu'elle a été bâtie du vivant d'un pharaon portant ce nom. L'Égypte antique a eu 345 pharaons qui se sont succédés. Et sur ces 345, 11 pharaons des 19e et 20e dynasties, c'est-à-dire environ entre l'an 1290 et l'an 1070 avant notre ère, portaient le nom de Ramsès. Il y a donc 11 candidats. Le premier pharaon à s'appeler Ramsès, donc Ramsès Ier, ne régna que 16 mois et ne fit bâtir aucune ville. Aucun des autres pharaons s'appelant Ramsès ne fonda non plus de grandes villes, à une seule exception près, Ramsès II, petit-fils de Ramsès Ier, bâtisseur de la vaste cité Pyramessé Anartu, c'est-à-dire le domaine de Ramsès II, grand par la victoire. Les chrétiens en ont donc déduit que c'est de ce pharaon-là dont parle la Torah. Et depuis lors, c'est devenu la croyance la plus entendue partout que le pharaon de la Torah est Ramsès II. Avant qu'on ne continue, vous devez savoir que la Torah parle d'au moins 4 pharaons différents. Le pharaon de l'époque de Avraham Avinu, le pharaon qui a nommé Yosef à un poste de pouvoir, le premier pharaon à avoir émis des décrets contre les Hébreux et le pharaon de l'Exode. Ensuite, cette hypothèse que le pharaon de l'Exode pourrait être Ramsès II n'a jamais été soutenue dans les sources juives. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Si vous soutenez que Ramsès II est le pharaon de l'Exode, les dates de son règne, c'est-à-dire entre 1279 et 1213 avant notre ère, posent d'énormes problèmes. Selon l'ouvrage du 2e siècle de notre ère, le Sefer Olam Rabbah, attribué au sage Rabbi Yosef ben Halafta Zer Sadik Livracha, et qui est la chronologie de l'histoire juive qui fait autorité jusqu'à ce jour, l'exode d'Égypte aurait eu lieu en 1312 avant notre ère, au moins une décennie avant la naissance de Ramsès II. Selon cette chronologie, l'exode aurait eu lieu sous le règne du pharaon Horemheb, qui a régné entre 1317 et 1290. Et les destructions qu'il aurait entraînées auraient probablement marqué la fin de la 18e dynastie. Les dates contenues dans le Sefer Olam Rabbah, cependant, sont controversées, et de nombreux spécialistes les considèrent comme erronées d'environ 165 ans. Selon cette interprétation,
L'exode aurait eu lieu 165 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1477 avant notre ère, sous le règne du puissant Thoutmôsis III, ce qui, selon certains, pourrait expliquer l'essor apparent d'un type de monothéisme sous le règne d'Akhénaton un siècle plus tard. Nous voyons donc déjà ici que l'option de Ramsès II n'a jamais été envisagée chez les Juifs. Il y a ensuite les théories des premiers historiens. Flavie Joseph, auteur juif du 1er siècle de notre ère, pensait que le pharaon de l'Exode était l'un des pharaons nommés Thoutmôsis. Et sachez qu'il y a eu 4 pharaons égyptiens nommés Thoutmôsis, tous de la 18e dynastie. Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis II, Thoutmôsis III et Thoutmôsis IV. Ce nom signifiait « né de Thoth », en référence au dieu égyptien de l'écriture, et a été porté par une série de rois qui ont marqué l'âge d'or de la puissance et de la civilisation égyptienne. Manéthon, historien égyptien du IIIe siècle avant notre ère, identifiait le pharaon de l'Exode comme l'un des Amenhotep. Et sachez que, là encore, il y a eu 4 pharaons de la 18e dynastie qui se sont appelés Amenhotep. Amenhotep Ier, Amenhotep II, Amenhotep III et Amenhotep IV, qui a d'ailleurs changé son nom pour Akhénaton. Ces pharaons ont régné durant le Nouvel Empire égyptien, période caractérisée par la prospérité et la construction de monuments imposants. Tacite, historien romain du 1er siècle de notre ère, l'identifiait comme Bakenranef. Maintenant que nous avons plusieurs hypothèses qui écartent Ramsès II, a-t-on un moyen d'arriver à une identification un peu plus précise entre les options que nous avons devant nous? Eh bien, du point de vue biblique, oui. Le passage du premier livre des Mélachim, chapitre 6, le verset 1, un verset qui relie l'Exode à la construction du Baïf Rishon par Shelomo HaMelech, alayhi wa shalom, constitue un élément clé. La 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Shelomo, il commença à bâtir la maison de l'Éternel. Le règne de Shelomo HaMelech est généralement reconnu comme datant du milieu du Xe siècle avant notre ère. Plus précisément, de nombreux spécialistes situent la construction du Beth Amikdash à partir de 967 avant notre ère. Grâce au premier livre des Mélachim, chapitre 6, le verset 1, calculer la date de l'Exode est une simple opération arithmétique. 480 ans avant le début ou le milieu du Xe siècle avant notre ère situe l'Exode au milieu du 15e siècle avant notre ère et situe l'entrée d'Israël en Canaan 40 ans plus tard, vers la fin de ce siècle. Plus précisément, si l'on utilise la date largement acceptée de 967 avant notre ère, cela situerait l'Exode en 1446 avant notre ère et l'entrée d'Israël en Canaan 40 ans plus tard, en 1406 avant notre ère. Mais le premier livre des Mélachim, chapitre 6, le verset 1, ne se suffit pas à lui-même. D'autres passages peuvent être utilisés pour vérifier et corroborer la datation de l'Exode au 15e siècle avant notre ère. Par exemple, le livre des Shofetim, chapitre 11, le verset 26, indique qu'à l'époque du juge Yiftach, vers 1100 avant notre ère, les Israélites habitaient le pays de Canaan depuis environ 300 ans, ce qui situe leur arrivée vers 1400 avant notre ère. On trouve également des informations généalogiques lévitiques documentées dans le premier livre des Divrei Hayamim, chapitre 6, qui recense 19 générations depuis l'Exode jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Ce nombre est impossible à intégrer à un Exode sous Ramsès au XIIIe siècle. Mais il s'inscrit parfaitement dans la chronologie d'un Exode du XVe siècle avant notre ère, sous la dynastie des Thoutmôsicides. La chronologie biblique générale de l'Exode a donc été établie, ce qui limite ainsi notre recherche à la dynastie égyptienne des Thoutmôsicides, vers 1570 jusqu'à 1300 avant notre ère. Nous avons notre période, le Nouvel Empire, et notre dynastie, les Thoutmôsis.
Et dans la dynastie de Toutmosis, nous pouvons écarter les 3 pharaons qui sont venus après l'Exode, à savoir Akhenaton, Amenhotep III et Toutmosis IV. Une fois qu'on a écarté ces 3-là, les pharaons restants de cette dynastie nous permettent d'y voir plus clair. Si on prend Toutmosis II, dont vous avez la momie à votre écran, c'était un pharaon faible et apparemment maladif. Son règne fut bref. Il n'a peut-être duré que 3 ans. Malgré cela, Toutmosis II n'en était pas moins brutal. Une découverte remarquable réalisée sous son règne met en lumière une pratique égyptienne de l'époque, consistant à tuer les enfants mâles des ennemis. L'inscription d'Aswan, datant de la première année du règne de Toutmosis II, relate ce qui suit à propos d'une campagne menée dans le sud contre l'infâme Couche. Aussi vivant que je suis, aussi aimé que Ra même, aussi loué que mon Père le Seigneur des dieux me loue, je ne laisserai pas un seul homme en vie. L'armée de sa majesté renversa ses étrangers. Ils tuèrent chaque homme selon tous les ordres de sa majesté, à l'exception d'un des enfants du prince de Couche, qui fut amené vivant comme prisonnier avec sa maisonnée. Cela nous rappelle inévitablement le passage de Shemoth, chapitre 1, le verset 22, qui rapporte l'ordre du pharaon de détruire les enfants mâles nés de mères hébraïques. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout fils qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Il semblerait qu'un tel androcide ait été une pratique courante en Égypte à la fin du XVIe siècle avant notre ère. Moshe Rabbeinu, bien sûr, fut miraculeusement épargné par un tel sort, ayant été déposé dans un panier sur le Nil et retrouvé par la fille du pharaon. Il pourrait s'agir d'Hatshepsut, la fille royale de Toutmosis Ier, épouse et demi-sœur de Toutmosis II. Nous avons donc le pharaon des décrets anti-hébreux, Toutmosis II. Et ce qui est intéressant dans l'histoire est qu'Hatshepsut, dont vous avez la statue à l'écran, ne parvient pas à donner un héritier mâle à Toutmosis II, qui conçut son successeur, Toutmosis III, par l'intermédiaire d'une concubine nommée Iset. Toutmosis III n'avait que 2 ans à la mort de son père. Et Hatshepsut initia donc une corégence de 22 ans avec Toutmosis III, devenant ainsi une puissante pharaon. Du règne d'Hatshepsut, nous recueillons des informations intéressantes qui la désignent quasiment sans l'ombre du moindre doute comme la célèbre fille du pharaon mentionnée dans le Sefer Shemoth. Hatshepsut se présente souvent sur les monuments comme la fille royale du pharaon, malgré la mort de son père Toutmosis Ier depuis longtemps, soulignant apparemment son hérédité royale. En comptant sa corégence avec sa belle-mère Hatshepsut, Toutmosis III régna 54 ans, l'un des plus longs de l'histoire égyptienne. Monarque unique, Toutmosis III, dont vous avez la statue à l'écran, s'efforça de devenir sans doute le plus grand et le plus puissant pharaon d'Égypte. Il fut incontestablement le plus grand conquérant d'Égypte. Au fil de ses multiples campagnes, ce Napoléon d'Égypte, comme on le surnomme, créa le plus vaste empire que l'Égypte ait jamais connu. Le long règne de Toutmosis III s'étendit sur une grande partie de la première moitié du XVe siècle avant notre ère. Durant cette longue période, la chronologie des événements est cohérente. Moshe Rabbeinu se trouvait à la cour royale d'Égypte, puis s'enfuit dans le désert de Madian, où il vécut une longue période. Nous avons donc identifié le pharaon qui régnait avant que les Hébreux ne soient persécutés, à savoir donc Toutmosis Ier. Puis nous avons identifié le pharaon qui a émis les décrets contre les enfants hébreux, à savoir Toutmosis II. Et maintenant, nous avons le pharaon qui régnait quand Moshe Rabbeinu a grandi et fut élevé dans la maison royale, à savoir Toutmosis III. Et ainsi, 40 ans après avoir fui l'Égypte, lorsque Moshe y est retourné pour libérer son peuple, le pharaon qui régnait à ce moment-là était le successeur de Toutmosis III, à savoir Amenhotep II. C'est lui qui est plus que probablement le pharaon de l'Exode. Kol Tov,
Hazak, Ovarour et Shabbat Tov Umvorach à vous tous.